Salut à toi et bienvenue sur le podcast d'Axe Open. Ici, tu peux écouter tous les mois une bande de développeurs pros qui parlent sans aucun filtre de leur quotidien dans le monde de la tech. Allez, c'est parti. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me the one in control. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Axe Open. Aujourd'hui, du coup, on va faire un petit podcast sur le Go. On n'en a jamais parlé, le Go ou qu'on appelle aussi le Golang. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de parler un petit peu du langage dans les grandes lignes, de rappeler un petit peu le contexte, etc., de voir un peu à quoi il sert et aussi de vous donner quelques conseils sur les projets qu'on a pu tester. La team du jour, comme d'hab, on a Philippe, le Java mal aigri. Je suis pas du tout aigri. Je suis pas du tout aigri aujourd'hui. C'est de bonne humeur aujourd'hui. On a Arthur, le JavaScript lover. Coucou. Nous avons Nathan, le monsieur propre du code. Hello. Nous avons Louis, alias Loulou. Et Enzo, le TypeScripter fou. Salut. Alors, pour démarrer, on va faire comme d'habitude, on va poser les bases. On va poser les bases. Simple. Classique. Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est le Go de manière assez simple? Allez, le Go, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple, c'est un nouveau langage de programmation. Alors je dis nouveau parce qu'il a quand même une petite dizaine d'années, mais c'est quand même assez récent dans la galaxie des langages de programmation, sachant que globalement il faut toujours une dizaine d'années pour que ça arrive à être un langage qui est utilisé par plusieurs personnes, ou en tout cas suffisamment de personnes. C'est quoi le Go? C'est un langage qui a été inventé par Google il y a une bonne dizaine d'années. L'idée de ce langage, c'est comme tous les nouveaux langages, c'est de se dire on va faire un langage qui est encore mieux que tous les langages d'avant. Et en particulier, c'est un langage qui a pour but de remplacer ou de concurrencer en tout cas les langages de type C ou C++. D'accord? Donc c'est quelque chose de très différent de ce qu'on a l'habitude d'utiliser nous en interne. Ouais. Mais du coup, on va justement pouvoir faire un petit débrief là-dessus. Juste en introduction, c'est quoi? C'est quand même un langage qui est procédural et compilé. Donc c'est un langage qui est assez rigolo. Moi, je trouve ça assez rigolo. Et en plus, la petite spécificité, c'est que c'est pas un langage orienté objet. Donc les premières fois où j'ai entendu ça, ça m'a fait peur. Mais on aura bien le temps d'en discuter. Merci Philippe pour ces premiers éclairages. Juste, du coup, tu disais, donc ça a été inventé par Google il y a quelques années maintenant. Enfin, il est assez vieux dans le monde des techno récentes. Historiquement, c'est 2007, mais la vraie version publique, c'est 2009. C'est un langage qui a été initié par un mec qui est assez connu dans le monde de la tech, qui s'appelle Ken Thompson, je vais essayer de pas dire son nom mal. Et pour la petite anecdote, c'est quelqu'un qui avait participé à la base à la création du langage B, que je pense que personne ne connaît. Mais le langage B, c'est le précurseur du langage C. Donc on est quand même sur des gens qui ont un sacré calibre dans le développement. Ça se voit que c'était des développeurs pour le naming des variables. C'est ça. Le B, le C. Le B après le A. C'est ça. De manière un petit peu générale, c'est quoi les grands... Alors pour vous, autour de la table, qui avait commencé à l'utiliser un petit peu, c'est quoi les grands avantages du Go? Alors, Nathan, on pourra en rajouter, mais moi, je trouve que les gros avantages du Go, en tout cas, ce qui est fait pour ça, c'est que c'est un langage qui soit très facile d'utilisation. Aujourd'hui, c'est la facilité d'un langage, c'est quelque chose de très important parce que du coup, ça peut être appris rapidement dans les écoles et compagnie. Donc ça, c'était le premier critère, que ce soit rapide. Et le deuxième critère, c'est que ça soit massivement concurrent. C'est-à-dire qu'en fait, ce soit facile d'utiliser les nouvelles architectures informatiques avec des multiprocess, des multithreads et ce genre de choses. C'est les deux grandes idées à la base de Go. Après, moi, je rajouterais que des tests que j'ai pu faire, le point qui, moi, me parle le plus, c'est la partie compilation. Donc, surtout quand on le compare à d'autres langages un peu du même niveau comme le Rust. En fait, sur la partie compilation, pour compiler sur des architectures précises, en fait, c'était hyper simple. Et là où en Go, c'était vraiment fait en une ligne de commande, c'était fait rapidement et l'exécutable marchait nickel. Je sais que pour du Rust, il fallait installer des targets, tout marchait pas tout le temps, il y avait toujours des trucs un peu dans tous les sens. Et ça, c'était vraiment une simplicité qui était, je trouve, vraiment pas mal par rapport au reste. Donc ça va avec la simplicité, c'est pas juste la structure et la syntaxe du code, mais également sur la partie compilation où il y a vraiment un plus, je trouve. Et est-ce qu'on lui voit des points négatifs à Go? Tu veux déjà rentrer dans les points négatifs? Alors le point On négatif, est là pour abattre. le point négatif, je vais le dire, c'est que moi j'avais une très mauvaise image du Go, parce qu'en fait souvent il est comparé à Python. Dans les gens, ils disent tu devrais plutôt apprendre le Python ou le Go. Okay. Et en fait c'est des langages qui sont... Alors on peut faire du script en Go, mais c'est pas vraiment son objectif de base, mais c'est tout à fait possible. Ouais. Et du coup j'avais une image très négative, parce que j'ai une image très négative de Python. Mais en fait je trouve que c'est bizarre de les comparer, parce qu'il y en a un qui est pas typé, l'autre qui est fortement typé, un qui est interprété, l'autre compilé. Et du coup je trouve que il a une image plus négative de ça. Et en plus l'image négative de Go vient aussi du fait que c'est fait par Google.
Et comme on a toujours l'habitude que Google abandonne ses produits, moi j'avais une image négative. Mais on verra, on en discutera, que j'ai un peu changé de position là-dessus. C'est toujours maintenu par Google ou ils ont passé le projet en open source C'est de l'open source. C'est de l'open source, Ouais, bien sûr. Ok. Mais je pense qu'il y a quand même aussi pas mal de patterns qui sont un peu déstabilisants au début dans Go, quand on n'a pas l'habitude. Et je sais que par exemple la gestion des erreurs, c'est quelque chose qui est un peu particulier. On a quand même des choses un peu perturbantes. Ouais, je pense que la gestion des erreurs sont sponsor par Sonar sur la duplication de code. Ouais, c'est ça. Erreur différente nulle, retourne erreur. Ouais, complètement. Même l'héritage, je trouve que c'est vraiment un point qui est négatif sur Go pour implémenter. Là, moi, j'aurais pas le même avis, généralité. mais je sais pas, on va peut-être te laisser dérouler le flux, Ouais. mais, Avant de rentrer dans la technique. C'est vrai. Juste, Go, vous l'utilisez du coup pour quel type de projet? C'est quoi? C'est des API? On va faire. Alors, de base, c'est un langage qui est fait pour adresser tout type de projet, du système, donc très bas niveau, à de l'API très cloud friendly, et des applications massivement concurrentes. Donc tu peux faire à peu près tout ce que tu veux en Go, comme à peu près tous les langages modernes, et l'idée c'est d'avoir un langage qui permet justement d'adresser tout ça. Et après, c'est très utilisé dans tous les projets un peu type CLI. Donc, dans les projets vraiment connus, c'est vraiment pour du CLI en général que c'est fait, mais ça s'adresse aussi pour tout type de CLI, projet, c'est quoi. Command Line Interface. L'idée, c'est d'avoir une ligne de commande. Enfin, c'est ce que vous tapez quand vous tapez une ligne de commande. Par exemple, si vous tapez sur Docker des Docker PS, c'est fait avec ce type de langage. C'est d'ailleurs fait avec Go Docker. Et vous, typiquement, vous avez testé Go sur quel type de projet? Je sais que Nathan, tu m'avais dit que tu avais. Moi, j'avais fait 3, je crois. 2, c'était de type API. Du coup, vraiment assez classique en termes de style de projet. Et l'autre, c'était juste du scripting pour de l'analyse de mots de passe. Et il y a des grands sites qui tournent sous du Go, qui sont connus? Alors, des grands sites, c'est dur à dire, mais il y a des grands projets qui tournent sur du Go, vraiment des gros projets, des Docker, des Kubernetes. Il y en a des tonnes maintenant. En fait, je crois que c'est vraiment très aimé dans le DevOps, parce que quand on prend un peu tous les outils du DevOps connus, je crois qu'il y a aussi Terraform qui tourne avec du Go. C'est vraiment que beaucoup d'outils liés au DevOps et qui ont aussi pas mal de contraintes de performance, ce qui est assez rassurant. Et en plus, Camille, tu sais qu'on avait utilisé Hugo, qui est un CMS pendant un moment, qui a été développé en Go. C'est à l'époque où j'avais encore une mauvaise image du Go, donc on l'a viré. Mais bon, finalement, peut-être que la prochaine L'année version- prochaine, Ouais, c'est ça. On repart sur du Hugo. Oui, parce que je me dis, c'est un langage donc finalement qui existe depuis grosso modo une quinzaine d'années. Et finalement, dans le développement des API, etc., enfin, en tout cas, vu de ma fenêtre, vous pourrez peut-être me contredire, mais on n'en entend pas tant parler que ça. Il y a quand même Comment une ça se hype qui a été sur le marché avec le Rust et le Go qui Ouais, est alors vachement après, montante. je pense que comme dit Nathan, ça a été comme un peu le Python au début, ça a été vachement pris par des gens proches du système, tout ce qui est DevOps. Donc du coup, ça s'est pas hyper bien déployé, en tout cas à large échelle, sur tout ce qui est API et tout ce qui est cloud. Alors qu'en fait, c'est vraiment un langage qui permet de faire ça facilement. Et en même temps, il y a eu un peu un gros boom avec la compilation native, Ouais, de se dire, en complètement. fait, les performances, c'est important, se rapprocher du système, c'est important. Et en fait, les targets, ça a été beaucoup des langages Go et Rust qui sont proches de la machine, mais en même temps, pas un peu illisibles comme du C. Et c'est là où vraiment il y a vraiment un gros boom. Et je pense que les gros projets connus, type API, etc., qu'on va voir débarquer en Go, c'est dans les prochaines années, le temps que tout se fasse bien, quoi. J'allais dire, parce que pour l'instant, dans les entreprises, concrètement, c'est encore au début, en tout cas sur les projets. En fait, t'en trouves, comme dit Nathan, dans des projets périphériques, des petits projets système, des petits projets API, des petits projets conversion, mais t'en trouves pas encore dans des grosses API orientées web. En fait, à partir du moment où tu as déjà un langage qui marche très bien, comme par exemple le Spring Boot ou le .NET, les grosses boîtes n'ont pas forcément raison de tout migrer leur application qui fait des centaines de milliers de codes sur un nouveau langage qui n'est pas si vieux que ça. Déjà, ça fait peur, ça peut être un coût, on voit pas forcément les avantages. Mais je pense que oui, c'est les nouvelles applications qui vont sortir qui peut-être seront sur Go parce qu'elles sont nouvelles et que du coup, on cherche peut-être plus de la performance ou autre chose. Surtout pour de l'entreprise, ça manque aussi pas mal de structure et de entre guillemets bonnes pratiques on va toujours faire comme ça, tout le monde fera comme ça, et d'un projet à un autre Go, en fait, on aura la même structure, la même façon de faire. Et tant qu'on n'a pas ça, en général, pour les entreprises, c'est plus difficile de se dire, on se lance dessus parce que là maintenant, ça va être plus difficile, changer de prestataire, etc. Tous ces sujets-là où d'un projet à un autre, on retrouve la même chose, on le retrouve moins en Go parce qu'il y a encore moins de structures et moins de bases qui sont posées par tous les développeurs sont d'accord de faire la même chose. Ça manque de framework quand même. Hein. Un petit Spring Boot pour Go, un petit Spring Go, franchement. Il y a des frameworks, mais ouais. ils sont moins contraignants que ceux qu'on peut retrouver dans d'autres langages, ou en tout cas moins populaires, je pense. Mais est-ce que justement, donc, c'est pas le temps que finalement ça mature? Parce que côté communauté, par contre, est-ce qu'il y a, il y a déjà une bonne commu qui. Ouais, honnêtement, sur le langage en tant que tel, il y a une bonne commu. C'est-à-dire que honnêtement, tu trouveras tout ce que tu veux sur le Go.
Par contre, quand tu veux faire de l'API, donc là, tu es obligé de souvent utiliser un framework. Et sur les frameworks qui existent, nous, on a utilisé essentiellement le Gin. Il y a moins de trucs, quoi, c'est sûr. Puis on sent que c'est des frameworks qui sont récents, parce que de version à version, ça change beaucoup. Donc, on n'est pas encore sur une stabilité totale dans les trucs. Du coup, il faut le temps que ça mature un petit peu pour faire autre chose. Si on rentre un petit peu dans le côté plus pratique, technique, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne le Go, notamment par rapport à d'autres langages Ouais, je pense alors j'ai bien réfléchi avant de faire ce podcast de comment on peut parler du Go pour l'expliquer. Je pense qu'on peut l'expliquer en comparaison d'autres langages. Ce sera le plus simple. C'est-à-dire, on va citer un petit peu dans les différents langages qu'on a l'habitude d'utiliser, un peu voilà quelles sont les différences. Je pense que la première chose dont il faut quand même parler, c'est que c'est pas un langage objet. Et c'est un langage compilé. Je pense que c'est les deux choses les plus importantes à retenir pour les gens qui nous écoutent, c'est que c'est pas un langage objet, et donc du coup toute l'habitude que vous pourriez avoir si vous êtes des développeurs Java ou des développeurs C# habitués ou n'importe quel langage qui utilise de l'objet, c'est pas de l'objet. Donc c'est important, c'est-à-dire que grosso modo, vous n'allez pas pouvoir créer une classe qui a des propriétés, des méthodes et ce genre de choses-là. Pourquoi ils l'ont pas fait? Parce qu'on peut aussi poser la question de pourquoi ils n'ont pas fait un langage objet en se disant c'est quand même là-dessus. C'est qu'en fait un langage objet, par définition, il y a toute une espèce de surcharge qui est faite pour gérer les objets, gérer l'allocation de la mémoire et compagnie. Là où vous êtes un langage de type structure, l'empreinte mémoire est beaucoup plus simple. Et vous n'avez pas non plus qu'on appelle ça de signature de classe. Donc c'est beaucoup plus simple de faire du casting d'objet à objet et compagnie. D'accord. Donc ça c'est la première chose, c'est que c'est pas un objet à objet. Donc au début c'est assez perturbant. Pour être honnête, moi au début j'ai cherché pendant des heures à faire des classes, quoi, et retrouver le mécanisme de classe, mais en fait faut pas faire ça. Oui, parce qu'on en fait plus trop, donc on a plus trop l'habitude de ne pas faire de classe pour une API ou quoi. C'est un peu. Ouais, c'est vrai. Et en fait du coup le paradigme de pas faire ça et de faire juste des méthodes, juste du procédural comme on le fait, c'est perturbant. Mais en fait in fine, quand on a fait une API, quand on a commencé à vraiment développer une API, on se rend compte qu'en fait ça manque pas du tout. Parce que finalement on utilise assez peu, et c'est vrai qu'on utilise assez peu l'objet en informatique. Peut-être dans les frameworks, mais quand on fait du développement classiquement, on utilise de moins en moins l'objet, on utilise plutôt une approche très procédurale. Moi, une point qu'il arrive, je fais un traitement, je vais à la base, je reviens. Mais en fait, finalement, ça, c'est du procédural. Et il y a assez peu d'objets. Et malgré ce que peut dire Nathan, on fait assez rarement des héritages et du polymorphisme. T'es pas d'accord, Nathan? Moi, je suis en effet pas d'accord. Enfin, je suis d'accord. Enfin, je suis pas d'accord et d'accord en même temps. Dans le sens où je suis d'accord que ça manque pas tant que ça. Alors, pas autant qu'on pourrait l'imaginer. Mais je sais que pour pas mal même de design patterns, en fait, qui sont énormément basés sur la programmation orientée objet, on se retrouve un peu entre guillemets en manque sur le Go de se dire on peut pas les réimplémenter pareil, il faut penser un peu différemment. Et mine de rien, je trouve que la structure classe et méthode est quand même bien pratique pour rien que structurer les objets par thématique, etc. De se dire que quand on fait un find by ID et que c'est la classe je sais pas, le contrat, en fait on sait que c'est le find by ID de contrat, alors qu'en Go on serait obligé de dire find contrat by ID par exemple. Ouais. Et en fait, vu que toutes les méthodes sont accessibles si on les met publiques au sein d'un même package, on va pas non plus s'amuser à créer un package par thématique comme pour le faire. Alors ça, je pense que c'est un point qu'il faut noter. Moi, je me l'étais noté pour bien le dire, c'est que comme tu dis, la notion des packages, elle est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de faire en Java. En Java, quand vous êtes dans tous les codes que vous écrivez, ils sont dans une classe, et donc du coup la méthode elle est scopée par rapport à la classe, et du coup il n'y a pas de. Si vous faites une autre classe, vous pouvez vous créez la même méthode getById par exemple, et vous n'aurez pas ça. En fait, en Go, vous avez la notion de package. Un package, c'est un espace de nommage dans lequel vous allez avoir autant de fichiers que vous voulez. D'accord. Et en fait, tout cet espace de nommage, toutes les méthodes au sein de cet espace de nommage, c'est comme si elles étaient toutes dans le même fichier in fine. Donc ça veut dire que si vous avez un getById dans votre fichier qui déclare une structure contrat, et vous avez un getById dans un autre fichier dans le même package qui, par exemple sur les lignes de contrat, ça va pas marcher parce qu'il va vous dire c'est la même. Un peu à la Python finalement. Quoi ? Un peu à la Python finalement. Ouais, un peu à la Python. Donc ça, moi je trouve que c'est assez pénible au début, en tout cas pour des gens qui ont l'habitude de normer leurs méthodes très bien. On se retrouve souvent à faire des méthodes un peu à rallonge du coup pour dédupliquer ça. Ça, je pense que c'est un truc qui est vraiment très sensiblement différent de ce qu'on a l'habitude de faire dans un langage orienté objet classique. Et du coup, le package, tu l'utilises dans quel cas ? Souvent, t'as un package par projet ou c'est par quoi ? C'est par Non, c'est arbitraire. En fait, c'est un ensemble de choses que tu mets ensemble. C'est vraiment la notion de package. Tu peux dialoguer entre packages, j'imagine. Tu peux dialoguer entre packages. Un dossier, c'est un package, grosso modo. Mais après, tous ces mécanismes-là, tu peux les, entre guillemets, les contrer. C'est possible d'associer une méthode à une sorte d'entité. Tu pourrais créer un type repository de contrat repository et assigner tes méthodes. Et du coup, là, tu pourrais avoir le même nom. Mais en termes d'implémentation et d'écriture de code, en fait, c'est beaucoup plus verbeux et c'est pas intuitif. C'est pas du tout intuitif. Non, pour le coup, c'est pas intuitif. Je pense qu'il faut rester dans le mode tel qu'ils l'ont pensé, quoi.
Louis, je te voyais acquiescer. T'es Ouais. complètement d'accord du coup avec ce que dit Nathan. Ouais, complètement. Pour avoir essayé le Go, j'ai eu le même constat et c'est sûr que c'est un peu. Pour le coup, Philippe, au début, disait qu'on comparait le Python et le Go, c'est peut-être pas une bonne idée, mais sur ce point-là, c'est très similaire et en fait, on a les mêmes problématiques. Après, pour pas critiquer Python, mais dans le Go, t'as quand même des vrais typages, des vrais objets, enfin pas des vrais objets, mais des vraies structures qui sont vraiment typées, et du coup, t'es jamais perdu sur ce que te renvoie ta méthode, ou ce que te renvoie pas ta méthode, ou ce qu'on te renvoie ton truc, quoi. Moi, t'es sûr qu'elle te retourne une erreur. Ouais. T'as au moins l'objet erreur ou qu'il arrive. Alors, peut-être que on enchaîne, mais un autre truc très fondamental qui est différent des autres langages, c'est la gestion des erreurs et des exceptions. Je pense que ça, il faut vraiment prendre un peu le temps d'expliquer ça aux gens qui nous écoutent, parce que pour le coup, c'est perturbant. Moi, je trouve ça assez perturbant, et je pense qu'avec Nathan, on sera d'accord pour dire que on n'a pas trouvé la bonne manière de faire. Qu'est-ce que je veux dire ? Dans les langages qu'on a l'habitude d'utiliser depuis un certain nombre d'années, vous avez la notion d'exception. L'exception, c'est quoi ? C'est votre méthode, elle retourne une valeur, et si ça se passe mal, elle throw. Donc, je sais pas comment dire ça. Elle jette. Elle émet une exception. Je crois que c'est elle lève. Elle lève une exception qui est captée par un bloc de code bien particulier dans la méthode append, qui est le try-catch, ou les différentes manières de faire des tries. Mais en gros, c'est j'essaye de faire mon traitement. Si ça marche pas, j'ai un ensemble de code qui va me permettre de gérer l'exception. En gros, ça fonctionne pas comme ça. En gros, chaque méthode renvoie son erreur au même titre que qu'on appelle ça, son résultat. Donc en gros, dans chaque méthode, vous allez pouvoir envoyer plusieurs résultats, dont un qui est l'erreur. Ce qui fait que vous pouvez pas enchaîner facilement un certain nombre de codes en vous disant si tout se passe bien, j'enchaîne, et si ça se passe mal, j'ai un traitement qui me permet de faire tout. Donc vous êtes obligé, et comme le dit Nathan, et je pense que je laisserai Nathan expliquer, c'est de tester l'erreur tout de suite après l'appel de la méthode. Tout à fait. Et moi, je trouve ça perturbant. Du coup, tu testes toutes tes méthodes que tu appelles, tu testes si elle est bien passée. Mais en fait, tu retournes généralement ton résultat et ton erreur. Du coup, tu as une sorte de tuple. Et tu stockes ces tuples-là dans deux valeurs différentes. Tu as ton résultat et du coup ton erreur. Et en dessous, tu as directement, après avoir appelé ta méthode, tu fais ton if erreur différent de nul. Ah ouais. C'est ça, ouais. Du coup, je retourne mon erreur à la méthode du dessus. Ah oui, c'est Exactement. très verbeux. Ouais. Et du coup, tu fais ça. Après, t'es pas obligé de retourner ton erreur s'il y a une erreur, parce que tu peux gérer l'écart en disant si c'est une erreur 404, etc. Enfin, tous ces trucs-là, tu peux le faire. Mais en fait, il y a plein de cas où juste si tu as une erreur, tu la remontes au-dessus parce que c'était pas toi qui vas la gérer, quoi. Après, je dis, fondamentalement, quand tu l'écris, c'est moins dérangeant que ce qu'on dit, mais en fait, ce qui est vachement dur, c'est que tu as du mal à faire des handlers générales, comme on aurait l'habitude de le faire en disant je catch tout à un haut niveau. Voilà, t'arrives pas vraiment à faire ça, quoi. Moi, j'ai toujours pas compris, parce que je pense qu'il y a forcément une raison, parce que je crois que c'est en Rust où il y a plus ou moins le même mécanisme, et il y a forcément une raison pour ça. Ils se sont pas dit tous les deux on va se mettre d'accord pour faire la même chose, c'est une mauvaise idée. Nul, tous les deux. C'est ça. Je pense qu'il y a une raison sur la facilité à implémenter le langage. Le try-catch, ça prenait énormément de ressources à gérer, et que du coup, c'est peut-être une histoire de performance. Mais là, si vous avez ceux qui nous écoutent et qui ont des pointeurs là-dessus, on est preneurs. Ouais. C'est vrai qu'on est encore assez débutant en Go, je pense, comme beaucoup, parce que ça fait quelques mois qu'on l'utilise un peu réellement. Donc, il y a plein de choses encore où on a du mal à comprendre le concept. Et moi, j'ai une question en plus. La mémoire, elle est gérée comment ? Donc la mémoire, c'est un garbage collecting. Donc là, Classique. on est sur du classique de ce qu'on a l'habitude de faire. Alors c'est un peu plus pointu parce que tu as quand même aussi la notion de pointeur. Mais on est sur du garbage collecting. Okay. Là où c'est pas le cas dans un langage type Rust, ou sauf erreur de ma part, mais globalement, tu peux pas avoir... C'est toi qui gères ta mémoire. Ouais, tu dois release j'ai un doute sur le sujet. J'ai un doute, moi, j'imagine un truc un peu partiel. Où, tu gères ta mémoire, mais il doit quand même checker des trucs. Mais, on vérifiera ça. Je suis pas sûr là-dessus. Ouais. Quand on fait un petit peu de recherche sur le Go, on tombe très vite sur les Go routines. C'est quoi ? Alors, donc ce qu'on a dit au début, c'est un langage compilé procédural. Ça, c'était les deux choses importantes, orientées performance et compagnie. Le deuxième chose, c'était multithreadé. D'accord ? Enfin, multithreadé, c'est pas le bon terme d'ailleurs, je m'excuse, c'est plutôt massivement concurrentiel. Et concurrentiel, ça veut dire qu'on peut exécuter du code en parallèle. D'accord ? Et l'implémentation de cette concurrence, elle peut être faite en thread, elle peut être en fonction de l'architecture de la machine. Il y a tout un tas de choses qui peuvent s'exécuter. En gros, en Go, ce qui est rendu très facile, c'est de lancer un morceau de code de manière concurrente à son traitement que vous êtes en train de faire, et d'échanger des messages entre les différentes routines pour pouvoir synchroniser. L'autre pattern qui existait historiquement, c'était tout ce que vous avez pu avoir avec les mutex, les sémaphores, des choses comme ça, qui sont très compliqués à gérer avec des locks et des choses comme ça. Là, vous avez un système de messages en Go qui sont assez pratiques à utiliser. Après, moi, à titre personnel, c'est pas un usage que je fais très fréquent, les Go routines. Après, peut-être que Nathan t'en fait plus. Du tout. Non, mais en tout cas, c'est vrai que la syntaxe est assez simple, et pour le coup, elle est assez lisible. C'est peut-être un peu comme les workers en JS. Je sais pas si vous...
Oui. T'as un système de scène, de messages où c'est le même principe où Ouais. tu externalises ton process sur d'autres choses et tu interagis avec au Ouais. fur et à mesure de son cycle de vie. De ce que vous avez pu tester là jusqu'alors, côté performance, ça donne quoi le Go? Alors, Parce déjà que dans c'est le quand même un sujet tricky chez nous. Les Ouais, c'est un sujet tricky et puis c'est dur de comparer des choses qui sont pas comparables là-dessus. Déjà en termes de temps de dev, on va pas plus lentement pour écrire du Go que même dans un framework qu'on a l'habitude en Spring. C'est quoi? C'est juste le temps de s'habituer finalement? Ouais, c'est le à temps la de s'habituer et puis et ça va vite. Franchement, ça va vite. Après, on n'est pas plus heureux non plus en écrivant. Il est déprimé. T'es là. moins heureux. Il est déprimé, Nathan. Non, Je vais te renommer, toi. tiens, après la phase de compilation, donc à la différence des langages type Java qui sont semi-compilés et interprétés dans la JVM, le Go c'est compilé natif, donc vous avez un vrai binaire à la fin. Donc cette phase de compilation, même sur des gros projets, moi je trouve qu'elle est assez rapide. Pour le coup, alors pour ceux qui ont tenté de compiler du Java en natif, ils savent que c'est pas le même délire. Donc non, la phase de compilation rapide et l'exécution, c'est vrai que c'est très rapide. Après, il faudrait faire des benchmarks, des vrais benchmarks avec des applications de taille concurrente, parce que c'est vrai que pour l'instant, on a des projets qui sont petits, donc c'est dur de comparer. C'est sûr que ça sera beaucoup plus rapide que du Java, parce que par définition, vous êtes compilé. Je pense que ça sera un cran en dessous de ce que j'ai pu lire de tout ce qui est Rust ou C++, parce que bon, c'est quand même un langage un peu plus haut niveau. Après, dans l'interaction avec le reste parce que c'est toujours pareil, il y a le langage en tant que tel, et puis il y a le framework que vous avez par-dessus, et l'interaction à la base de données, et là, du coup, ça mériterait d'avoir une étude un peu plus poussée. Faudrait faire un truc comme ça. Enzo, t'as pas beaucoup attendu depuis le début. Toi, t'avais aussi testé des projets en Go, et t'en dis quoi pour l'instant? C'est quoi ton premier ressenti? Ouais, pareil, j'ai fait un petit projet avec une API qui utilisait Gin. J'étais assez surpris au début, parce qu'effectivement, comme j'ai dit, c'est quand même des patterns qui sont assez spéciaux, mais j'ai bien aimé. Et puis surtout, c'est vrai que c'est performant et puis c'est facile en fait. C'est accessible, c'est bien documenté. Donc quand on débute, on a quand même une belle porte d'entrée et il y a une communauté derrière, donc c'est assez agréable. Ça, c'est simple de mettre finalement un pied dedans, quoi. C'est ça. Vous avez du coup commencé à regarder ou pas un peu niveau consommation de ressources et tout, parce que vous parliez par exemple du Rust ou quoi, qui sont quand même bien capés sur ces sujets-là. Alors ce qu'on peut dire, c'est que il faudrait faire un benchmark, je te dis, sur une application de taille équivalente. Par contre, quand on l'exécute dans des lambdas, ça démarre vite. Enfin, je sais pas, Nathan. En fait, en termes de performance, on va vraiment avoir les paliers qui sont liés à l'implémentation du langage, de compiler, semi-compiler et interpréter. Et vu qu'il est dans le palier le plus performant, peut-être que dans la guerre entre les performants, il la gagne pas, mais il reste malgré tout très performant, et c'est une très bonne alternative si on a justement les performances sont un sujet pour l'application. Avant de parler un petit peu d'avenir et tout ça, vous parliez qu'il y avait un framework que vous avez testé qui est Gin. Aujourd'hui, il y a d'autres frameworks qui existent sur le Go, ou est-ce que on voit plusieurs frameworks qui commencent à se battle et il y en a un qui... Il y a plusieurs frameworks. Alors, je me souviens plus des autres noms. Je sais qu'il y en a un qui commence par F, mais je me rappelle plus du tout du nom. Merci pour cette info, Nathan. Non, mais si jamais ça dit quelque chose à quelqu'un... Celui qu'on a utilisé, c'est le Gin. En fait, son nom, c'est Gin Gonic, donc c'est assez drôle. Gin Tonic. C'est assez rigolo, mais c'est quand même celui qui semble être le plus utilisé. On dit pas que c'est le meilleur, parce que pour le coup, j'ai pas encore d'avis très franc là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le framework Gin? C'est que c'est un framework moderne, c'est-à-dire que vous allez retrouver la notion de middleware, un peu comme on peut avoir dans les frameworks type, je pense surtout aux frameworks type JavaScript. Mais en .NET aussi, tu as un peu cette notion-là. Ouais. Ça commence à être en .NET compagnie, mais c'est vraiment un truc assez récent et qui est plutôt très facile et très agréable à utiliser. Après, moi, ce que je reproche essentiellement... Alors, on peut tout faire avec Framework, vous n'êtes pas perdu, vous pouvez vous connecter à peu près à tout ce que vous avez l'habitude de faire, ou faire de l'O2, il n'y a pas de problème pour tout ça. Ça va bien marcher. Par contre, après, moi, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de structure de projet type. Et donc, du coup, vous organisez vos fichiers comme vous voulez. Et de projet en projet, quand vous allez sur Internet, vous avez un peu tout et n'importe quoi. Donc, ce que disait Nathan au tout début, c'est que c'est vrai que comme il n'y a pas de structure définie, vous mettez vos managers là, vous mettez vos repositories là, vous mettez vos entités là, du coup, on se trouve vite un peu démuni par rapport à ça. Et est-ce qu'on peut pas dire que du coup, côté maintenance, c'est un peu galère en fait finalement?
Pour l'instant, Donc c'est ça- trop tôt pour ouais. le dire. Mais oui, moins il y a de structure, plus il y a des Ouais. chances que ce soit galère à la maintenance. Même Puis pour plus- travailler à plusieurs. Ouais, c'est ça, en fait, Ça c'est va être horrible. c'est quand Avec tu- le nommage et tout, tu Ouais. fais ta merde. Genre, Ah en fait, ouais, tout le monde c'est- a appelé ton c'est get by ID. compliqué. J'imagine pas. C'est Le vrai qu'il y a travail- ce petit désagrément. Parce que pour l'instant, on a fait que des projets solo. Ouais. Non, dis non, pas de ils sont bêtises. 3 à bosser sur un projet actuellement. Ouais, ok. Mais ouais, c'est sûr que c'est un Faut se mettre d'accord, quoi. C'est ça. Mais c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu comme le Node.js au début, où avant qu'il y ait des vrais Complètement. frameworks, c'était les gens aimaient bien parce qu'en fait, tu faisais tout très rapidement. Tu pouvais arriver directement avec ton endpoint, tu faisais ton appel base de données en 3 lignes de code. Sauf qu'en fait, ça faisait des projets pas structurés du tout. C'est chacun du coup- sa sauce. Après, on a ajouté du Nest et des frameworks comme ça. Et du coup, ça fait que on se retrouve avec un Spring Boot en fait où on fait son contrôleur, son service, son repository, ses mappers, etc. Et en fait, du coup, je pense que c'est pour Ouais. ça que les gens vont maintenant vers du Go parce qu'en fait, ils aiment bien ce côté liberté, mais ça va finir. Après, par des moi, nodes, je hein. mettrais vraiment une différence. C'est-à-dire que le langage, pour moi, il est au-dessus de tout ce que j'ai vu. Enfin, Ouais. Franchement, il est vraiment très, très agréable pour plein de trucs. Après, la partie framework, elle n'est pas encore au niveau de ce qu'on a l'habitude d'avoir dans des langages très structurés. Et vous pensez que c'est quoi l'avenir du Go? Hop, on sort la boule de cristal. Alors, l'avenir du Go, c'est ce petit. Pour seulement 20 € que vous pouvez acheter chez C'est Axopon.com. ça. Non, on remercie Roman. Je sais pas si j'espère qu'on le verra bien, la caméra. On remercie Roman qui nous a fait cette impression 3D d'un gopher, c'est ça? Un gopher. Et un gopher. Et je vais laisser Enzo parce qu'il connaît la traduction littérale de ce que veut dire Oui, gopher c'est en en fait- anglais. Alors le gopher, c'est un animal qui s'appelle le gyomidé. D'accord. Moi, j'avais jamais entendu le nom de cet Ouais, animal. non. Jamais. C'est quoi l'avenir? Alors ça a été franchement je trouve qu'est-ce qu'il y a transition. Voilà, switch, ouais, la Transition. L'avenir c'est dur c'est toujours dur de le dire, mais par contre je pense que c'est vraiment un langage qui est en train de prendre un peu d'envol. Pendant très longtemps, moi j'ai regardé ça d'un œil lointain en me disant ça marchera pas, et de plus en plus de boîtes, essentiellement aussi dans le domaine des gens qui sont assez proches du matériel, commencent à l'utiliser massivement. Et c'est pas un secret que des projets comme Kubernetes ou des projets comme Docker qui sont quand même des projets de belle envergure, dirons-nous. Donc je pense que ça va devenir enfin, c'est déjà un langage qui est très utilisé et qui marche bien dans le domaine du DevOps et tout ce qui tourne autour de ça. Et je pense que ça va devenir un langage qui va avoir une alternative crédible au langage traditionnel pour les API. Est-ce que Google le pousse comme il peut pousser un Flutter et un Dart à Il peut pas faire un peu podcast sans parler de Flutter. C'est Non, non, C'est insupportable. non, mais est-ce que on voit je sais pas, du marketing de la part de Google qui veut pousser son framework, enfin son langage? Ouais, je pense que ça pousse. Ça pousse. Après, je pense que ça pousse. Ils ont moins poussé que Flutter. Flutter, ils ont vraiment forcé. Vraiment, ils ont forcé quoi. aussi. Mais ça pousse. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que sur les cloud providers, maintenant, c'est quand même vachement bien supporté. Ouais, ça fait un petit moment déjà. Hein, où, Ouais, ça fait un petit AWS, moment, ça ouais. fait quelques années où nativement. Ouais, nativement, ça. Et ça. ça, c'est quand même un signe. Par Oui. exemple, tu l'as pas en Rust si facilement le support. Maintenant, tu l'as sur AWS, Ouais, mais oui, pas- c'était plus récent. ouais, c'est plus récent. Ouais, j'aime bien parce qu'ils ont un peu fait marche arrière, parce qu'ils se sont dit ça sert à rien d'avoir un support de lambda pour un langage compilé, parce qu'il s'exécute sans runtime. Du coup, maintenant, en fait, ils ont tout dégagé pour le Go et le Rust. Ils ont juste dit, c'est le runtime compilé, quoi. C'est Oui, il y a un juste vous lancez votre exécutable et c'est bon, quoi. Il n'y a pas besoin de plus. Et si quelqu'un de Google nous écoute, dans l'ordre des priorités des features que vous aimeriez voir sur le Go, Alors moi, je gestion d'erreurs. pense à date, j'ai pas assez de recul pour critiquer le langage. ouais. Je pense que j'aurais plus de critiques sur le framework, où je trouve que c'est un peu trop bordélique pour être utilisable à large échelle. Mais sur le langage en tant que tel, moi, ça a remplacé, pour moi, les langages que j'utilisais pour faire des petits trucs un peu pourris à droite à Les gauche. petits scripts. Les petits scripts, voilà, c'est ça. Et je trouve que c'est le meilleur langage. Je vais me lancer. Je trouve que c'est le meilleur langage pour faire des lambdas. D'accord. Du coup, Parce tu vas faire ton Exo CLI, tu vas le faire en Go. Alors ça, c'est sûr Ah, que je le c'est- ferai en Go. Et non, mais par contre, pour les lambdas, moi, j'avais jamais trouvé le langage qui m'allait bien parce que Node.js, je trouve ça pourri. Python, je trouve ça vraiment pourri, encore plus Ah ouais. que Node.js. Et que le Java, ça marche pas pour faire ça. Mm. Le C#, ça marche pas pour faire des lambdas. Et j'ai pas Rust, c'est imbuvable. Rust, c'est Rust, quand même non. imbuvable pour un développeur web. Et donc, du coup, je trouve que le Go, il remplit bien cette place de... C'est vrai. Ok. Et après, en plus, Go, on peut l'utiliser dans ton script. Tu peux faire du script, enfin, c'est compilé, mais je veux dire, tu peux l'utiliser. C'est tellement simple comme syntaxe que tu peux l'utiliser pour remplacer tes projets de script. Donc, je trouve que c'est vraiment. Après, c'est mon avis. Très bien. Louis, tu partages? Je partage en plus pour avoir fait du serverless avec du Go, c'est clair que c'était très agréable à utiliser. Juste, c'est moins structuré, donc on peut vite faire n'importe quoi. Pour du serverless, c'est moins important, je pense. Ouais. parce que Ouais, vu que t'es complètement. sur du C'est unitaire. l'avantage du serverless, ça matche bien avec. Après, pour avoir fait toute la partie déploiement, Ouais. Alors, C'est vrai qu'on l'a pas fait. j'avais le côté Heureusement facile. qu'il a moi, On l'a c'est- codé, après j'ai dit à Nathan, tu déploies, ça s'est bien passé, c'est nickel. Attends qu'il remet les pieds sur terre. Tu non, vois. mais c'est ça. ça manquait un peu d'outils sur la partie split le code par lambda pour avoir Ouais. juste ce qu'on veut dans l'exécutable, etc. Toute cette partie-là, ça manquait un peu d'outils.
Alors c'était faisable, mais il fallait tout faire. Nous, on avait notre propre outil qui s'appelle Nathan, du coup. Il L'outil nous est a fait vraiment une bien. petite pépite quand même. C'était très Je pratique à conseille, utiliser. Ouais. Et pour les jeunes, un dernier conseil juste pour les jeunes développeurs qui nous écoutent, est-ce que vous conseillez de commencer par le Go ou de se dire plutôt apprenez déjà peut-être le Java, le C# et ensuite vous pouvez éventuellement vous tourner vers le Go. Clairement, les écoles aujourd'hui, elles apprennent beaucoup le Python parce Ouais. que c'est facile. Je trouve que franchement, ils peuvent remplacer par du Go, ça sera beaucoup plus intéressant. Étant donné que c'est un langage typé, il y a beaucoup plus de choses intéressantes à apprendre dans le Go que dans le Python. Qu'est-ce que tu détestes le plus entre le PHP et le Python Ah ouais, très bonne question. Il faudrait qu'on fasse un battle, Ouais. c'est énorme. Parce que là, je te sens vraiment énervé sur le Python. C'est vrai. Mais non, mais le Python, parce qu'à chaque fois que j'en fais, ça compile jamais. Tu reprends un projet d'il y a 3 semaines, ça marche plus, ça s'exécute Tu plus. sais pas si c'est sur Python 2, Python 3. Tu sais pas, Python ça 3.7. le gestionnaire de paquets, il est éclaté. Après, tu essaies d'avoir une méthode, tu essaies de savoir ce qu'elle va te retourner, il te le dit pas. Enfin, tu vois, l'autocomplétion, elle est pourrie. Enfin, Je je veux dire, vois. bon, après, il y a des gens qui vont me défoncer parce que. Mais attention, C'est très- je- ouais, il y a très bonne idée. Et c'est exactement comme PHP, c'est un langage de fanboy, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont du mal à prendre le recul. Mais non, mais par exemple, tu vois, genre Non, Java, mais je on peux va- critiquer Java, il y a plein de trucs que je trouve à chier dans Java, mais si tu prends des langages comme Python ou PHP, tu remarqueras que c'est dur de critiquer Mhm. parce que les gens sont fans du truc, quoi. Ouais, je suis un peu rassuré parce que j'avais peur d'avoir pris la casquette Egli, mais en fait. Non, c'est bon, Philippe Philippe Lagarde, l'a toujours. Philippe Lagarde. Non, c'est bon. On a le droit d'avoir un avis sur les langages. Non, mais franchement, sur Python, Sur Python. quand on a fait des déploiements en lambda sur Python, ça n'a jamais marché. Parce que le contexte d'exécution marchait pas, parce Ouais. que le contexte de la VM machin, je sais pas quoi, le Docker truc ça marche jamais, quoi. De tous ceux que j'ai testés pour du lambda serverless, c'est le pire. Parce que, en fait, c'est pas vraiment pensé pour pour être autoportant sur la partie gestionnaire de package. Et du coup, quand tu es dans l'environnement lambda, c'est un peu un enfer. On va se faire tracher. Hein. Ouais. On va peut-être pas publier celui-là. hein. On prend en En disant, interne. Vous serez tous coupés au montage. Dis que Python c'est bien, vas-y, comme ça on recoupe. Python, c'est bien. Et après, sinon, pour revenir sur la question de base avec l'apprentissage, je pense que c'est un langage sympa, mais si on veut apprendre la programmation, moi, je conseille surtout d'avoir des langages très structurés pour Ouais. ensuite après passer, pourquoi pas, au Go, mais au moins avoir une idée de ce qui peut manquer et Complètement. d'avoir un peu la rigueur de la programmation. Je pense que ça fait pas de mal pour apprendre. Merci en tout cas Nathan pour ce très beau mot de la fin Pour pour le les, podcast. pour les juniors. Merci à tous en tout cas d'avoir fait d'avoir un petit peu un premier podcast en fait sur le Go de votre premières expériences. Je pense qu'effectivement on en rediscutera une fois qu'on aura un petit peu plus maturé peut-être dans 2 ans. On va passer au coup de cœur. Arthur, t'avais quelque C'est chose C'est à moi, nous partager c'est mon coup de aujourd'hui. cœur. Je vais vous parler de. Bon, il y a beaucoup d'IA en ce moment, on parle beaucoup d'IA, etc. Et nous, on l'utilise beaucoup, enfin, personnellement, je sais qu'autour de la table aussi, on l'utilise beaucoup pour développer au quotidien. Donc, avec de base un outil qui s'appelle GitHub Copilot, qui est un copilot dans votre IDE, où en gros, vous allez le télécharger. En fait, il va vous faire de la complétion de code beaucoup plus efficacement que ce que vous faisait votre IDE. Votre IDE, il vous autocomplète vos variables parce qu'il sait qu'elles existent, mais il va pas vous autocompléter du code entier, il va vous faire au mot. Et donc Copilot, en fait, il utilise l'IA pour compléter des phrases entières, des blocs de code entiers. Et donc j'utilisais GitHub Copilot depuis quelques mois. Et on m'a parlé de Supermaven, qui est un autre outil de Copilot. On les appelle Copilot, outils d'IA, générateur de code, quoi que ce soit, mais on va les appeler Copilot. Et donc j'ai testé Supermaven depuis maintenant plus d'1 mois, et je le trouve beaucoup plus efficace que GitHub Copilot. Il est déjà beaucoup plus rapide à la réponse, c'est-à-dire que vous avez à peine fini d'écrire votre phrase, enfin votre mot ou votre lettre dans le code qui va déjà vous proposer quelque chose, tandis que GitHub Copilot fallait attendre pas secondes, mais on va dire au moins 1 seconde. Là, c'est en centaines de millisecondes. Il est, je trouve, beaucoup plus intéressant, il fait des choses beaucoup plus pertinentes, et il a d'autres features. Je trouve qu'il est mieux intégré aux IDE, en tout cas pour IntelliJ. Donc moi maintenant j'ai arrêté mon abonnement GitHub Copilot. J'utilise Supermaven, donc j'ai un code promo, donc c'est Arthur22. Non mais c'est vraiment j'ai trouvé beaucoup mieux comme outil d'assistant d'IA pour le code en tout cas. Et en plus si jamais ils ont 1 mois gratuit, donc comparé à Copilot où vous pouvez pas tester, vous êtes obligé de payer un peu dès le début. Là vous pouvez vraiment vous faire votre avis sur 1 mois. Je trouve que c'est un peu le problème de GitHub Copilot, c'est que si tu mets pas les 10 balles, tu peux pas tester. Donc ça c'est un peu aussi son avantage. Arthur a des parts chez Superman Voilà, en tout donc, cas, donc n'hésitez pas. j'ai mis toutes mes Ça fait économies. 1 mois qu'il fait de nous en parler, J'ai on mis n'a pas encore toutes mes passé le step, économies. mais C'est plus efficace au boulot. c'est-
Mais c'est quand t'écris de JS, t'écris beaucoup de trucs inutiles. Ouais, donc Bah, forcément, exactement, il faut que ça est super génère, quoi. efficace, du coup. Oh, merci, Titur. Est-ce que quelqu'un a un coup de gueule autour Moi. de la table Pas étonnant. Je le savais que vous l'attendiez. Le Python, ouais. J'ai parlé de Python ou pas encore? Non, moi, c'est un coup de gueule, coup de cœur, mais C'est le coup de gueule. c'est sur le protocole BIMI que j'ai découvert cette semaine. Ah oui, j'ai vu Euh, passer ton article. Quoi? J'ai vu passer ton Ouais, post ouais. sur LinkedIn. En fait, c'est un nouveau protocole qui permet, alors c'est pas nouveau, ça a 2-3 ans, mais c'est un nouveau protocole qui permet, depuis son DNS, de dire quel est le logo officiel de votre marque. L'idée, c'est par exemple, dans un premier temps, dans l'affichage des emails, quand vous envoyez un email à Gmail, en fait, ça puisse trouver le bon logo de la marque associée, et du coup, afficher le bon logo pour éviter tout ce qui est problématique de phishing. Sur ça, je trouve que c'est tous les trucs qui permettent de protéger contre le phishing. Je trouve ça toujours une bonne idée, parce que c'est un problème qui est quand même assez récurrent. Par contre, le coût de... C'est cher. Ouais, parce qu'en fait, alors, c'est pas cher, tu peux le faire classiquement, justement, étant ton logo et dans ton DNS. Par contre, si tu veux qu'il y ait une petite coche bleue, une petite tic réassurance, il faut avoir un certificat. Et ce certificat coûte aujourd'hui de l'ordre de une centaine d'euros par mois, je dis bien par mois, pour avoir sa case à cocher. Tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire que je trouve que l'initiative est bonne et compagnie, mais je veux dire, maintenant, pour créer un site web, il faut déjà claquer 2000 ou 2500 euros dans des certificats HTTPS, dans des noms de domaine, dans des certificats dans ton DNS, juste pour que ça soit pas considéré comme du spam ou équivalent. Puis je comprends pas la logique derrière le prix. Pourquoi c'est si cher? Il n'y a pas Ouais. d'infra, il n'y a pas de gens qui Business, travaillent. business. Oui, non, mais- C'est comme la pastille bleue Et sur du coup, Instagram, il y c'est aura jamais pareil. en fait, pas de parce que le concurrent. principe pourquoi Il peut c'est pas y avoir cher, de parce que concurrent. non, mais pour expliquer pourquoi c'est cher, il y a une raison. C'est qu'en gros, ils assurent que le logo que tu affiches, c'est vraiment ton logo. Et en fait, C'est pour pour que tu puisses certifier. avoir ton certificat, Ah oui. il faut que ton logo soit déposé dans un Ouais. système type INPI, donc l'agence des Protection brevets, intellectuelle. protection intellectuelle Ouais. en France, ou dans l'équivalent dans les autres pays du monde. Donc là, on est en train de le faire sur AxOpen. J'ai fait le dépôt sur l'INPI. Ça prend 6 mois. Ça va prendre 6 mois. Après, je vais essayer d'acheter un certificat. Ça va me prendre 6 mois. Et donc, potentiellement, dans 2 ans, On aura on aura une une coche bleue. Et ça, moi, j'y tiens. Voilà. C'était mon coup de gueule. Ça fait 3 ans que ça existe et du coup, ça fait qu'un an qu'il y en a sur le marché qu'on va Il n'y en a arriver. pas beaucoup, j'ai Il y a regardé. Microsoft, il y a les gros, tu vois. Il y a des gros qui n'ont pas la coche. Donc je pense qu'ils ne savent pas que ça existe tout simplement. hein. Ouais. Donc, protocole BIMI, intéressant. Intéressant. Quasiment. Bon, on se retrouve dans 2 ans pour parler du protocole BIMI et du Go, du coup, C'est ça. pour faire le retour d'expérience. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce podcast, de nous avoir donné vos premiers éclairages. On verra si on retransmet la version filmée ou pas. Surprise. Merci à tous en tout cas et bonne journée. À bientôt. Salut. Salut.